Ça y est, le NFP a gagné les élections législatives. Le RN est vaincu grâce au barrage républicain. Le système va changer et tout le monde connaîtra la prospérité. Une nouvelle ère s'ouvre de tolérance, de partage, d'un meilleur vivre ensemble, de la fin des inégalités sociales et de la transition écologique. Stop! Revenons sur Terre. Il n'y a aucune majorité absolue à l'Assemblée nationale, donc le gouvernement ne pourra pas être issu d'un seul groupe partisan. Il sera obligé de faire des alliances et de chercher des compromis avec les différents groupes parlementaires. Et donc, avec qui va s'allier le NFP? À supposer que les trois partis qui le composent restent unis. Oublions un moment les calculs politiciens, et supposons qu'il soit possible de rêver, et que le gouvernement concrétise une partie du programme du NFP. Est-ce vraiment possible? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Amis stratèges et prospectivistes, l'heure est grave. Le NFP promeut globalement deux grands domaines d'action, le social et l'écologie. Analysons chacun d'eux pour voir à quelles conditions est-ce qu'ils sont possibles. Le social, tout d'abord. Le principe de redistribution des richesses est simple. Les acteurs économiques génèrent des richesses par leur activité. L'État ponctionne une partie de ces richesses et va les utiliser pour différents postes de dépenses, pour assurer les frais de fonctionnement des instances régaliennes et pour fournir aux plus démunis des moyens de subsistance décents, par des services publics et différentes mesures de solidarité. Et n'oublions pas que l'État français est un des États avec le meilleur niveau de protection sociale au monde, mais également un des pays avec le taux d'imposition global le plus élevé. Et pourtant, ce n'est pas la France qui a le plus haut niveau de vie, ni le plus haut niveau de richesse par habitant. Donc si l'on résume, toutes les mesures sociales dépendent de la bonne santé de l'économie. Donc si les entreprises vont mal ou que les classes moyennes ont des difficultés, cela signifie qu'il y aura beaucoup moins de moyens pour les mesures de solidarité. Mais qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Le prix de l'énergie particulièrement volatile, idem pour les matières premières, un contexte international et géopolitique un peu délicat qui créera différentes pénuries, ou alors le manque de compétitivité de la France par rapport à d'autres pays qui n'ont pas le même niveau de normes au niveau social ou environnemental, ou encore par exemple les problèmes de recrutement de différents secteurs d'activité pour trouver du personnel compétent et qui ait envie de travailler. Et rappelons un fait, il y a 68 millions d'habitants en France, mais seulement 30 millions d'actifs, c'est-à-dire des personnes qui travaillent ou cherchent du travail. Le reste de la population se compose des jeunes et des étudiants, des personnes qui restent au foyer et des retraités. La prospérité de l'ensemble dépend de l'activité des cotisations donc de 40% de la population. Et donc, dans leur programme, que propose le NFP pour aider les petites et moyennes entreprises à développer leurs affaires? Bon, si on laisse de côté le tissu de petites et moyennes entreprises et les classes moyennes, que reste-t-il pour trouver de l'argent? Taxer plus les populations aisées, les entreprises multinationales et les grandes fortunes? Légalement, en ce qui concerne les grandes entreprises multinationales, ce n'est pas possible. Sauf à sortir de l'Europe, à fermer les frontières et à devenir une dictature stalinienne. Quant aux classes aisées et aux autres entreprises, si la pression fiscale devient trop forte, elles s'expatrient, elles délocalisent. Peut-être que l'État pourrait s'endetter pour avoir suffisamment d'argent pour tout financer, dans une logique un petit peu du quoi qu'il en coûte. Ça pourrait marcher un temps, mais comme déjà à l'heure actuelle, l'État est dans l'incapacité de gérer ses finances à l'équilibre, bon, après s'endetter, si c'était pour financer un grand programme d'investissement et de transformation de la société, pour avoir un modèle économique national qui soit à la fois solide, durable et dynamique, pourquoi pas? Mais sérieusement, aujourd'hui, qui, dans la classe politique en France, a à la fois un programme de transformation sociétale ambitieux et une bonne vision de la manière dont fonctionne l'économie? Petit hic, les compétences économiques relèvent en majorité de l'Union européenne. La France n'a donc que très peu de prise dessus.
Bon, pour le social, en résumé, dans le contexte actuel, ça risque d'être un peu compliqué. Ou alors, ça ne sera pas durable, et dans ce cas-là, on risque de basculer dans le contexte d'une dérive populiste, comme je l'ai présenté dans ma précédente vidéo, avec 5 scénarios sur la manière dont les choses peuvent se passer suite à l'élection. Et pour l'écologie alors? La problématique environnementale avec l'Anthropocène est probablement l'un des plus grands défis que l'humanité n'ait jamais eu à relever. Et pourtant, l'écologie est le premier sujet à passer à la trappe quand le contexte économique se tend un petit peu. Là aussi, la logique est assez simple. Plus on a d'argent, plus on consomme, plus on voyage, et plus notre empreinte écologique est importante. Et même si intuitivement on le comprend bien, c'est d'autant plus flagrant lorsqu'on compare les différents pays au niveau international. Les États les plus développés sont ceux qui polluent le plus. A l'inverse, le continent africain est le champion de la transition écologique. Mais avec quelle réalité socio-économique? Mais qui veut être pauvre? Alors comment régler ce problème de l'écologie? Nous n'aurons probablement pas le choix, comme je l'expliquais dans ma précédente vidéo. Les ressources se raréfient et les coûts économiques vont devenir intenables. Que ce soit celui des catastrophes naturelles, des risques avec la hausse du prix des assurances par exemple, ou encore le coût de remplacement des services écosystémiques dégradés par les activités humaines. Et comme en Europe nous n'avons ni les sources d'énergie, ni les matières premières, ni les industries en quantité suffisante pour satisfaire l'ensemble de nos besoins, nous risquons de nous tiers-mondiser. Bonne nouvelle, ça n'empêchera pas d'être heureux. D'ailleurs, beaucoup de pays en développement ont un niveau de bonheur et de confiance dans l'avenir supérieur à celui des Français. La France est un des pays les plus pessimistes au monde. Bref, je ne vais pas parler plus de ce sujet sur l'environnement, car il mériterait des développements plus importants. Si ce sujet vous intéresse au plan scientifique en tout cas, je vous recommande une très bonne chaîne YouTube dont je vous mets le lien en description de la vidéo. Et bon, si l'on regarde les résultats des élections européennes notamment, l'écologie n'est pas vendeuse. Par ailleurs, l'État n'a aucun intérêt à aller vers une forme de sobriété, car les moyens dont il dispose sont directement corrélés à la croissance économique. Une économie faible signifie un État faible. Dans un tel contexte économique et géopolitique, sans majorité absolue à l'Assemblée nationale, je vous laisse vous-même tirer les conclusions des possibilités que le NFP aurait de faire appliquer son programme. Et même s'il parvenait à faire passer certaines mesures, l'utopie que ce serait pour ceux qui en bénéficieraient serait probablement un enfer pour d'autres. Dans tous les cas, ces perspectives pourraient renforcer le mécontentement global et renforcer le RN pour les élections présidentielles de 2027. Et alors quoi? Le futur qui nous attend ne peut-il être que sombre et tragique? Heureusement non, tout n'est pas perdu. Il reste une possibilité. Si vous vous rappelez les 5 scénarios que je vous ai présentés dans ma précédente vidéo pour anticiper les conséquences des élections, il y en a un qui serait possible et qui constituerait la meilleure voie de sortie pour la France. Avec un gouvernement composé de personnalités relativement neutres. Les différents groupes politiques pourraient travailler en bonne intelligence, avec pragmatisme et dans un souci véritablement d'intérêt général. Je vous l'accorde, ce n'est pas une grande caractéristique de la culture politique française. Surtout quand on regarde les expériences de la 3e et de la 4e République. Mais qui sait, nous pouvons être positivement surpris. Après tout, nous sommes 66 millions de personnes embarquées dans la même galère, et nous avons tous intérêt à ce que la société fonctionne bien, et donc à chercher des solutions tous ensemble pour résoudre ces différents problèmes. Alors plutôt que de nous diviser avec des guéguerres idéologiques entre groupes partisans déconnectés des réalités et qui ne représentent que des minorités de la population, faisons tous, chacun à notre niveau, de notre mieux pour améliorer les choses. Et le RN dans tout ça, va-t-il se renforcer et gagner les élections présidentielles de 2027 ? Ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Pour ne pas la manquer, abonnez-vous et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et en attendant la suite, je vous dis au revoir et à bientôt.